Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Jean-Michel Constantin, vous êtes chef de service anesthésie-réanimation à l'hôpital La Pitié Salpêtrière. Et avec vous, on va voir comment les traitements et la réa et l'évolution et la prise en charge des malades ont évolué depuis le début de la crise Covid. Voilà, je vous laisse, je vous dis bonjour d'abord et je vous remercie d'être parmi nous et je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Merci de l'introduction, de l'invitation et de l'opportunité de parler aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait de diapositive pour une raison simple, et vous en avez eu la preuve juste avant, c'est que moi, ça fait 25 ans que je fais de la réanimation et 25 ans que ce soit mes parents ou la population en général pensent que la réanimation, c'est l'endroit où on réveille les malades après l'anesthésie. Pour la première fois dans l'histoire, je crois que l'intégralité des Français savent maintenant ce qu'est la réanimation, savent ce qu'on y fait et depuis peu connaissent relativement bien les résultats et les données de la littérature. Ce qui fait que j'ai fait simple, je me suis dit que c'était aussi bien qu'on puisse en discuter. J'ai vu notre collègue cardiologue vous présenter de la réanimation. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas amener de diapo avec moi. Globalement, si on se focalise sur cette crise, la réanimation, qui est jamais qu'un lieu où on fait du support d'organes, c'est-à-dire où on remplace ces organes qui ne fonctionnent pas le temps que le corps guérisse, le temps que la pathologie soit traitée. La réanimation sur le Covid a permis, alors que c'est la pierre angulaire, que vous voyez bien que c'est le témoin de surcharge des hôpitaux, que c'est la partie qui inquiète nos politiques, la réanimation concerne une toute petite partie des patients, puisqu'on estime que pas tout à fait 3% des patients contaminés vont faire une forme grave, qui va les conduire en réanimation ou en secteur équivalent. Et parmi ceux-là, probablement que 20% seraient passés sans la réanimation, juste avec de l'oxygène en hospitalisation conventionnelle. Probablement, d'après les données françaises et internationales, on sait qu'à peu près 25% va décéder. Et donc, globalement, la réanimation, qui est au centre de toutes les attentions, va probablement permettre de sauver 55%, c'est-à-dire une grosse moitié des 3% de patients qui font une forme grave. Mais comme ce virus est excessivement contagieux, que les cas, que ce soit pendant la première vague ou maintenant, sont excessivement fréquents avec une capacité de contamination délirante, on arrive à comprendre que la réanimation soit un peu l'élément bloquant de la prise en charge et de la gestion de l'épidémie. Donc globalement, que fait-on en réanimation pour les patients Covid? Déjà, peut-être je voulais donner un ou deux éléments sur ce qui peut être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on prend en charge réellement en réa sur ces patients Covid. On a beaucoup parlé de syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est un syndrome et qui ont beaucoup des patients de réanimation, indépendamment de la Covid ou pas. En fait, on prend en réa des patients qui ont une pneumonie virale à SARS-CoV-2, avec une forme très hypoxémiante, dont certains vont évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Cette pneumonie virale agressive se caractérise par un élément qui la distingue de toutes les autres, notamment de la grippe, qui est une hypoxémie très profonde, sans détresse respiratoire associée, qu'on appelle l'hypoxémie silencieuse ou l'hypoxémie heureuse, et qui nous a pas mal trompés au début de l'épidémie, et qui a probablement porté aussi quelques patients qui sont décédés avant la réanimation parce qu'il n'y avait pas de signe de détresse respiratoire. Ces patients, après, vont évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui, lui, n'est pas spécifique. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est un œdème pulmonaire qui est inflammatoire, cellulaire, qui peut compliquer toutes les formes graves de maladies qui amènent en réanimation, de la traumatologie, de l'infection, de la cardiologie, plein de choses. Et donc, il vient compliquer la pneumonie à SARS-CoV-2.
rapport à tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui a changé entre le début de l'épidémie, entre le mois de début mars, on va dire fin février, début mars et maintenant. Il y a plein d'espoirs qui sont mis en avant. Je crois que tout le monde espère que des changements révolutionnaires. En pratique, j'ai un peu peur de vous décevoir. Il n'y a pas de révolution sur les prises en charge en réanimation. Qu'est-ce qu'on fait de spécifique chez ces patients? Ça a déjà été abordé. Le premier point, c'est, on va dire, l'anticoagulation. Premier point qui a suscité des débats, c'est l'anticoagulation, en disant que ces patients étaient très thrombotiques, donc avec des veines qui se bouchaient. Et on espère que les changements sur l'anticoagulation vont modifier le pronostic de nos patients. Or, je vais vous arrêter tout de suite, les changements sur l'anticoagulation, ils datent de début mars. C'est-à-dire, si je vous donne l'exemple de mon service, mais qui est tout à fait représentatif de ce qui s'est passé ailleurs, les 7 premiers patients qu'on a eu en réanimation pour un SDRA sur SARS-CoV-2, au premier scanner qu'on leur a fait dès que c'était possible, avaient 7 embolies pulmonaires. Donc, on a suivi, et dans le même temps, on se publiait des recommandations internationales, des préconisations. Donc, on a fait de l'anticoagulation à des niveaux beaucoup plus élevés. Depuis, on n'a quasiment plus d'embolie pulmonaire. Mais vous voyez, ça date de mi-mars, on va dire, globalement. Après, se pose la question de, vous les avez intubés trop tôt. C'est pas faux. C'est pas faux parce que les messages portés par nos collègues italiens, avec qui on travaille depuis très longtemps et qui connaissent très très bien la ventilation artificielle, quoi qu'il ait été dit dans la presse générale, probablement sur le totem du risque de contamination. Et parce qu'ils ont en Italie, c'est la spécificité par rapport à la France, des réanimations ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a une salle de réa dans laquelle on a 10-15 patients, on n'a quasiment plus que des chambres individuelles. Ils nous avaient dit intubez-les très tôt parce que dès qu'il n'y a plus de 6 litres d'oxygène, de toute façon, il y a de grandes chances qu'ils se dégradent. Et en plus, le risque de contamination est bien trop important. Il nous avait dit aussi, ne faites pas de préoxygénation. Savoir réanimation, on peut faire de la préoxygénation avec soit des ventilateurs, soit des masques, pour essayer d'améliorer les réserves en oxygène. Il nous avait dit c'est trop risqué sur le plan de la contamination. Or, les premiers patients qu'on a pris en charge, on s'est rendu compte qu'intuber sans préoxygéner, c'était exposé à un risque de catastrophe qu'on avait connu il y a 25 ans, et donc ce n'était pas possible. Donc, au risque de contamination, on allait opposer un risque d'événements indésirables graves, voire de décès des patients. Et donc, la problématique n'était plus à la contamination des soignants, loin de là, qu'il fallait leur donner toutes les chances. Et très rapidement, quand on s'est rendu compte que nos services étaient pleins de patients intubés, ventilés, vous savez, c'est les images qu'on a tous vues dans la presse générale, sur le ventre en décubitus ventral, avec des niveaux de sédation profonde, donc qui ressemblaient un peu à la réanimation des années 90, on va dire. On s'est dit qu'on est dans le mur parce que, il fallait aller vite pour prendre en charge énormément de patients. 2, il était absolument indispensable de ne pas tomber dans ce cercle vicieux d'une sédation profonde, parce qu'on a des complications générées par la sédation, qu'elles soient des complications à court terme ou des complications à long terme. Donc, on a essayé très tôt de dire il faut essayer de repousser l'intubation, sachant que ce débat sur faut-il intuber ou non des pneumonies de novo en réanimation, ou faire de la ventilation non invasive, ou faire de l'oxygénothérapie au débit, c'est un débat qui agite la communauté scientifique depuis au moins 15 ans. Les résultats sont pas clairs du tout. Donc on a fait probablement trop tôt, mais sûrement pas plus d'une semaine, pas plus d'15 jours. Après, on a fait standard de soins, on va dire. On a suivi les recommandations de ce qu'on fait pour toutes les pneumonies en réanimation. Puis, probablement qu'on a fait un peu tard après. Vous savez, c'est toujours l'effet balancier qu'on a en médecine. On a tendance à passer un peu d'un côté à un peu l'autre. Je crois qu'on revient à l'heure actuelle sur une stratégie qui est un peu plus rationnelle, qui est de dire on essaie de pas intuber si c'est possible. Si ce n'est pas possible, malheureusement, il faut qu'on ait recours à la ventilation artificielle avant que ce soit trop tard.
Donc, pas de révolution claire sur ce point-là, peut-être une rationalisation un peu. L'élément suivant qu'on pourrait discuter, c'est la corticothérapie. Donc, vous savez qu'il y a eu des résultats sur notamment l'utilisation de l'hexaméthasone, résultats qu'on a eu à la fin du printemps, pour être clair, qui montraient chez nos amis anglais une diminution claire de la mortalité. Une mortalité assez importante dans le bras contrôle, mais quand même une diminution. Chez des patients, pas tous en réanimation, mais qui avaient de l'oxygène ou qui étaient sous ventilation artificielle, on a un vrai effet. Et je pense que malheureusement, en réanimation, ça ne va pas transformer la prise en charge. La corticothérapie dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est un serpent de mer qui a 25 ans, avec des résultats assez contradictoires, même si sur les dernières années, on s'oriente vers une corticothérapie un peu plus précoce. Donc malheureusement, nous avons utilisé des corticoïdes très tôt chez ces patients-là, qui ont une particularité par rapport aux autres syndromes de détresse respiratoire aiguë, c'est qu'ils présentent au décours de leur évolution un peu plus de fibrose pulmonaire que les autres. Donc c'est pour ça qu'on avait utilisé très tôt, dès le mois de mars, et on a regardé un petit peu en France, à peu près tout le monde a utilisé des corticoïdes, au moins dès qu'on avait des signes de début de fibrose. Donc là aussi, il n'y aura pas de révolution. Peut-être que la révolution qu'on peut attendre sur les corticoïdes et qui peut nous permettre d'assumer, de faire face à la deuxième vague, sera l'utilisation des corticoïdes ou d'autres immunosuppresseurs un peu plus spécifiques ou d'anticorps monoclonaux dans les services de médecine. Donc plutôt pour éviter le recours à la réanimation, c'est que c'est toujours mieux quand on peut prévenir que guérir, et malheureusement, moins on vient en réanimation, mieux on se porte. Donc probablement que s'il y a une vraie évolution, elle se fera sur la prise en charge en amont de ces patients-là. Donc, si je résume un petit peu ce que je viens de vous dire, pas de révolution sur les changements de la prise en charge thérapeutique de ces patients. Peut-être une nécessité de travailler sur l'interaction patient-ventilation pour essayer de les sédater les moins possible. Parce que la réanimation génère des complications graves qui vont générer des séquelles indépendamment du SARS-CoV-2, que chez ces patients, de toute évidence, c'est ce qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est ce qui sera traité juste après, les séquelles de la réanimation ne seront pas que les séquelles de la réa, mais également les séquelles du Covid, sur lesquelles nous, réanimateurs, nous ne pouvons rien. Donc, le gros de nos efforts doit porter sur la limitation des séquelles induites par la réanimation. Si je résume, le flot de patients sur lequel on a, la transformation, c'est rien d'exceptionnel pour une réanimation. C'est juste que nous sommes passés de 10% de syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est la forme la plus grave de la réanimation, à 90%. Donc, une épidémie qui a bouleversé les réanimations par la sévérité des patients, mais qui ne doit pas faire perdre le rationnel et les bonnes pratiques et les bonnes évolutions de la réanimation sur les dernières années, qui sont de limiter au maximum les séquelles induites par la réa, et donc d'éviter de faire dormir ces patients trop tôt, et surtout de s'adapter, de personnaliser la prise en charge. Il n'y aura pas de révolution, mais des adaptations et la disparition de la crainte de la prise en charge de ces patients font que nous serons probablement un tout petit peu plus compétents sur la deuxième phase que sur la première. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous. On va s'accorder un temps d'échange avant de lancer la présentation du docteur Barizien, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il était mobilisé à l'hôpital, mais qui a enregistré sa présentation hier. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.